Le bonjour d'Algérie tout en couleur avec Coral Peinture. Ensemble, vivons le bonheur d'Algérie. Ensemble, apprécions les couleurs d'Algérie. Le soleil, les merveilles du pays, un réveil de fraîcheur et de vie. Ensemble, vivons un moment de nostalgie. Mesdames, Messieurs, bonjour, ravi de vous retrouver en cette matinée du 22 janvier 2021. Nous serons ensemble jusqu'à 10h30. Ce matin, en compagnie du docteur Fethi Benachnou, nous allons nous intéresser à une question d'actualité d'ailleurs. Qu'en est-il de l'immunité après la Covid-19? Plusieurs questions se posent autour de cette thématique, notamment pour les personnes qui ont déjà été atteintes de ce virus. Alors, est-ce qu'on est immunisé? Est-ce qu'on ne l'est pas? Est-ce qu'on risque une réinfection? Et bien, tout cela, ce sera des questions auxquelles nous allons répondre en compagnie du docteur Fethi Benachnou. Mardi dernier, la nouvelle carte archéologique de l'Algérie a été présentée à Alger au niveau de la Bibliothèque nationale sous forme d'une application qui a été conçue par plusieurs instances donc spécialisées en archéologie. Retour sur cette application en compagnie du directeur donc du CNRPH. Et place à l'Afrique ce matin en compagnie d'une étudiante qui nous vient du Mali. Donc elle vient faire ses études en Algérie. C'est une poétesse, donc elle viendra partager avec nous ses poésies. En fin d'émission, nous terminerons en compagnie de Kenzan Char et de Massilias. Alors vous savez, Massilias nous parle chaque vendredi donc d'archéologie, de paléontologie, de l'histoire de la Terre et il nous renseigne à chaque fois sur les différentes extinctions que la Terre a connues. Il y en a eu déjà 5, nous sommes à la 6e apparemment, mais Kenzan Char nous dit dans sa rubrique que si on prend en considération et si on protège notre environnement, on peut donc protéger la Terre. Alors nous allons parler de cela en compagnie de Kenza et de Massilias en fin d'émission. Voilà un peu pour le menu de cette matinée, mais avant cela, les nouvelles du ciel en compagnie de Friel Cheikh. La météo vous est présentée par Mobilis. Mobilis, أينما كنتم. Et voilà, bonjour Friel. Bonjour Abou. Comment ça va? Ça va très bien. Ça se passe bien? Ça va, je vous remercie. Alors aujourd'hui, une journée bien ensoleillée. On a été gâtés par le soleil ce matin. Ce matin, mais ça devrait changer. Ah, ça devrait changer. Ça devrait changer, ça va changer d'après bien sûr Météo Algérie. Tout d'abord, bonjour à vous. Bonjour à tous ceux qui nous regardent ce matin. Excellent réveil à vous tous. Eh bien oui, le temps a soufflé cette soirée sur l'ensemble des régions du nord du pays. Nous avons eu un temps venteux et ça va se maintenir encore pour aujourd'hui au courant de cette journée. Météo Algérie prévoit le retour des nuages, le retour de la pluie aussi, le maintien d'un temps venteux près des côtes ouest, centre jusqu'à l'est du pays. Des vents qui vont atteindre parfois les 50 km/h. À l'intérieur du pays, le temps sera passagèrement nuageux et le retour des pluies est prévu donc à partir de l'après-midi sur l'ensemble des régions du nord. Sur la partie sud, en revanche, le soleil s'imposera généreusement. Il reste très présent sur la plupart des régions sahariennes. Les températures, les voici, elles restent de saison les maximales. Il fera cet après-midi 19 degrés à Tlemcen, Oran, 19 à Oran et Tlemcen, effectivement, 17 à Batna, Guelma, 19 aussi pour Sétif, Constantine, 15 à Dulfa, 15 aussi pour Elizane et Schleuf sur la partie sud, 27 à l'extrême sud, 20 Ilizi, 17 Hassim Saoud, 24 Tamanrasset Janet et ça varie entre 23 et 24 au Sahara central. À présent, voici l'état de la mer. Aujourd'hui, la mer sera forte près des côtes ouest et centre due à des vents assez forts. Les vents varient entre 40 et 70 km/h près des côtes ouest, entre 50 et 70 km/h près des côtes centre et enfin entre 20 et 40 km/h, une mer agitée aussi près des côtes est. Voici à présent l'éphéméride. Aujourd'hui, le soleil se couchera plutôt avant de nous quitter place ce matin à l'Afrique du Sud. Aujourd'hui, le temps sera mitigé. Il y aura du soleil, mais aussi de la pluie. Il y aura de la pluie vers le sud,
plus précisément à Luanda, à Lusaka, Windhoek, Antananarivo, avec 29 degrés côté température, 25 à Lusaka, 28 à Windhoek, 32 à Abuja, 24 à Addis Abeba, 25 à Nairobi et enfin 37 à Abuja sous le soleil. Voici l'éphéméride d'aujourd'hui. Le soleil se couchera à 18h03. Vous avez toujours le site de Météo Algérie, les 3 w.meteoalgerie.dz. Merci pour votre présence. Excellente matinée et à tout à l'heure. La météo vous est présentée par Mobilis. Mobilis, أينما كنتم. Et voilà, merci beaucoup Fayel. Donc on vous retrouvera tout à l'heure après le journal télévisé du midi, 19h, et demain pour Bonjour d'Algérie. Avec plaisir. Merci beaucoup Fayel, bonne journée à vous. Et merci à vous aussi. Et voilà, et on continue comme à l'accoutumée, pause musicale avant de recevoir donc Dr Fethi Bounachnou. Cette fois-ci, nous irons du côté de Janet. Donc il y a un groupe qui s'est formé au niveau donc de la maison de la culture Atman Bali, donc Atman Bali la yarhamou saleh, et donc il nous interprète cette chanson Bladi Zina. أساروا في ميدي ونساروا في ناية ما جالت بين جبال وردة فتاحة تمتاز بالزين جودة وأصالة يا متروين جرانا دمائنا ويقدمينا جابك ضنائي جنت انت سكالين رهنست السغمانين في مرهدين أرغمانين سرك الخال ويهكا زرعي الدور عن الدنيا بس تفهمي منت بس أقول لنا اتجاه الهمة تصندس فيه الجنة جيت يا بلادي ربي على قدراك ما بالجبل تنادي صحراء بلاد النخيل مطافس فالسنة يلا ميتلام تنريم وهارتنا وانتيسس دولام جنات تسكالين رهنت الزغمانين جنات تسكالين درهنت الزغمانين بلادي انا نبغيك انت بقلبي احواك ساكن في بالي ديما ديما اوه يا بلادي زينة اوه يا بلادي زينة اوه يا بلادي زينة ان شاء الله ربي يحفظك لينا نكنك وتننا ديسنز انا راه من الطاف سفوسيا نمدا جانت ديننا انت دغن وانا الطاف العاد نك صوتا سينجا جانتك لنا قصتي سنونا تسيلي لنا نتكل سافلا سنار كفي وتدي ومستان منك تسري وما كان اللي وصار الهان مغارن دليا اظن جنت ورا سلمتات هاتي سلات تسيلي ونافتات ميدان الدونات بلاد الخير وردة في الصحراء بلادنا نحبوها وحنا نردوها تاريخ جدود عمره ما يموت بلاد بن مهيدي والشيخ خمود من الطاف سفوسيا تكني ما يولاغن أكلنا أكلنا وين جنت انتاي تزارن هاتي فينا غدرارا هافول صراطنت لانيني وتيانا صوار ومسند سنة دفة وتدي ومستن منك تسري وما كان اللي وصار الهاني مغارا دلياطا. Et voilà, c'était une très belle balade à Janet, donc en compagnie d'un groupe qui s'est formé au niveau de la maison de culture Atman Bali, au niveau de Janet. Voilà, et Dr Benachnou, Dr Fethi Benachnou est parmi nous ce matin.
Bonjour. Sabah al-khair. Sabah al-nour, ça va? Je vais enlever l'adjar taï. Voilà, vous enlevez l'adjar. Ça va, ça va. Ah, dans le studio, de toute façon, c'est bien entretenu. Vous savez, si je vous disais les conditions pour que ça soit bien entretenu, il y a un élément qu'il faut prendre en considération. Au-delà, bon, mais c'est au-delà. En plus, c'est essentiel, surtout dans des enceintes fermées, que ça soit studio ou pas, c'est le renouvellement d'air. Il y a des appareils, il y a des techniques qu'on appelle un flux inversé. C'est-à-dire, l'air, il est évacué. Attention, ce n'est pas les climatiseurs, parce qu'à chaque fois, on me dit, OK, un climatiseur. On a pris, c'est ça le problème, on a pris certains réflexes, certains raisonnements qui sont faux et qui sont devenus la règle. Si vous saviez ce que c'est, il y a une grave maladie qui s'appelle la légionellose. Pourquoi on l'appelle légionellose? On a découvert les premiers cas lors d'une réunion de la Légion aux États-Unis. Aux États-Unis, la Légion, globalement, c'est les anciens combattants. Les anciens combattants, ils étaient dans une salle avec de l'air conditionné, de la réfrigération, et dans les couloirs, dans le processus, les conduites de l'air, tout ça, il y avait un virus qui a donné cette maladie, légionellose. Donc, on tourne la page. Voilà, on tourne la page, mais on reste quand même dans la protection, on reste quand même dans la prévention, mais cette fois-ci, on va parler quand même d'une thématique très importante, qui est l'immunité. Donc, aujourd'hui, on va s'intéresser beaucoup plus à l'immunité après la Covid-19. Qu'est-ce que l'immunité? Mais avant cela, justement, ça allait être ma question. Voilà. Qu'est-ce que l'immunité? C'est très important. C'est la science, c'est la partie de la médecine qu'on appelle immunologie. Et je crois que c'est la portion la plus prometteuse pour l'avenir sur laquelle c'est pas à cause du Covid-19 que l'on s'est attardé. L'immunologie, c'est quelque chose de très ancien et qui a beaucoup de secrets qui sont liés. La vie est assurée, on est protégé au sens strict du terme, à chaque fois je le dis, comme si c'était une armée, elle est censée protéger un territoire. L'immunité, protège le territoire qui est l'être humain, homme ou femme. Ce sont des défenseurs armés qui vont, à chaque fois qu'il y a un ennemi, entre guillemets, qui pénètre le corps humain, quel qu'il soit, et en l'occurrence actuellement les virus, il y a des cellules, c'est à partir de cellules qui vont affronter ce virus. Pour dire quelque chose, pour expliquer ce qu'est l'immunité. Quand on se blesse, par exemple, et que ça suppure, c'est-à-dire qu'il y a du pus. Le pus, c'est le résultat de la destruction du microbe, et qui a été vaincu, et il faut l'évacuer. C'est les restes du microbe. C'est grâce à l'immunité, c'est des cellules. L'immunité est essentielle. Un point très important sur lequel j'insiste, je vois que les gens ils disent prends telle vitamine, ton système immunitaire va être protégé. Non, le système immunitaire, il est lié à notre mode de vie, à notre façon de vivre, de manger, qu'est-ce qu'on mange, et surtout le sommeil. Le sommeil, il renforce. C'est ça l'immunité, c'est entretenir une armée au sens strict du terme, une armée du corps humain. Et c'est extrêmement important. Quand vous avez certaines maladies, deux maladies, pour vous donner un exemple, vous avez le sida. C'est un syndrome immunodéficitaire, c'est-à-dire votre système, mais il est acquis. C'est acquis, la personne est livrée à toutes sortes de microbes. Et on a aussi des enfants qui naissent avec un système immunitaire déficient. Donc, c'est là où on a vu dans certains reportages, tout ça, des enfants qui sont conservés dans une bulle. Il ne faut pas une bulle où tout est stérilisé, il ne faut pas. Et le moindre microbe, peut les détruire. Vous avez soit un système immunitaire déficient acquis par le comportement,
est détruit par le VIH, soit on est avec un système immunitaire qui est déficient, qui n'existe pas, et là on fait des greffes et toutes ces choses-là. Donc vous voyez que c'est essentiel, fondamental, d'avoir un bon système immunitaire, et il ne faut pas considérer le corps humain comme si c'était devant donc les armoires où on met une pièce, on a une limonade, on a... Non, c'est pas parce que je vais prendre des vitamines, non, c'est lié c'est tout un système d'hygiène de vie finalement qu'il faut respecter. Et vous avez un très bon système immunitaire, j'espère. J'espère. Je l'espère. En tout cas, je fais beaucoup de choses pour. C'est important. Voilà. Donc, pour revenir un petit peu au système immunitaire... Vous voyez un petit peu le système immunitaire, j'ai été extrêmement large et simplificateur. Explicite surtout, voilà. Pour expliquer donc ce que c'est que le système immunitaire. Mais sinon, docteur, on sait très bien, par exemple, que lorsqu'on est atteint d'une maladie, par exemple, donc on va développer des anticorps. Donc, c'est aussi une façon pour le corps de se défendre. Ouais. Donc, pour revenir donc, à la conjoncture sanitaire actuelle, notamment celle liée à la Covid-19, donc plusieurs personnes se disent, donc maintenant c'est vraiment entré un petit peu dans les mœurs, j'ai envie de dire, que aujourd'hui donc les gens quand ils sont atteints de du virus de la Covid-19, donc très vite on va dire c'est bon, j'ai développé les anticorps, je suis immunisé pour minimum 3 mois. Excellente question et intervention. Pourquoi? Elle est complètement tchoka, que je respecte. Oui. C'est pas parce qu'on développe une maladie, on a une maladie qu'on va développer des anticorps. Ce qui est extrêmement important, c'est qu'il y a différents virus et on les découvre. On renforce notre système immunitaire par notre mode de vie. Et quand on a une maladie, une atteinte, surtout virale, surtout due à des virus, la preuve, quelque chose de simple, il ne faut pas se brancher uniquement sur le Covid-19. Le Covid-19 est une longue histoire d'agression de l'être humain par les virus. On prend quelque chose de très courant et qui a une histoire dans notre pays, surtout au niveau des téléspectateurs. La grippe saisonnière, elle est due à un virus. C'est un virus, c'est élevé, qui a respecté la caractéristique essentielle des virus, c'est les mutations. C'est ce qu'on appelle maintenant les variants. Je ne sais pas pourquoi les variants, c'est des mutations. Les virus ont cette propriété depuis longtemps, ce n'est pas le Covid-19. Les gens, voilà, l'absence d'éducation sanitaire, de culture sanitaire entraîne ces idées fausses. Les virus ont cette capacité de... Le virus de la grippe est justement mute chaque année. Il fait des mutations. Comment on appelle ça, le Rubik's Cube, ou comment on appelle ça? Tu as les couleurs, donc tu as le carré, le carré. Et il faut s'imaginer les virus comme ça, c'est ça. C'est important. Et à partir de ce moment-là, le seul et unique moyen de développer des anticorps, d'avertir, d'informer votre armée, parce qu'une armée, elle n'existe pas sans informateur. Dire sur l'ennemi. Le vaccin, c'est de faire introduire un vaccin. Oui, qui prend un virus inactivé. Je prends le plus simple. Il ne faut pas embêter les gens avec l'ARN messager, tout ça. On prend, par exemple, le virus chinois, pas le virus, le vaccin chinois, le vaccin russe et le vaccin anglais, un petit peu c'est de technologie classique, c'est-à-dire vaccin inactivé. Et on peut utiliser un vaccin vivant, la polio, ça c'est autre chose. Un vaccin inactivé, le fait de s'injecter à la grippe, vous prévenez votre système immunitaire, écoute, voilà, grosso modo, l'ennemi de cette année, de cette grippe. Le système immunitaire va programmer et fabriquer des anticorps qui, une fois en contact avec le virus, vont le combattre et le corps humain est assez... C'est pour ça que certains
quand on leur dit vaccinez-vous cette année contre le virus de la grippe, voilà l'erreur fondamentale, il faut informer les gens. Vous dites, ah non, moi je me suis vacciné l'an passé, mais en oubliant que les virus mutent à surtout celui de la grippe, chaque année. Il peut le faire même 2-3 fois par an. Les virus mutent plusieurs fois. Le Covid-19, c'est, on développe à la longue des anticorps et les questions ne sont pas très bien. Les réponses à ces questions ne sont pas très bien au point parce que ce virus est diabolique au sens diable du terme. Bah oui, on le voit parce que le premier virus que nous avons eu donc à partir de décembre et celui d'aujourd'hui, on a comme l'impression qu'il y a vraiment un départ à zéro. Oui. On a vraiment l'impression qu'il y a une rechute, qu'il y a dans le monde, il y a des fonctionnalités. Même si les chiffres en Algérie sont quand même plus prometteurs, j'ai envie de dire. Comme toujours, vous posez des questions qui sont vraiment non très riches. Premièrement, quand on dit des mutations, il a plusieurs cordes à son arc. Les mutations qu'on remarque au niveau du Covid-19, qui va passer à la postérité, le pépère, l'ancien, les nouveaux, ce qu'on appelle les nouveaux mutants, ils peuvent varier sur un truc. Ces nouveaux mutants sont dangereux et sont méchants. Pourquoi ? Pourquoi? Surtout au niveau de notre population en Algérie. Parce que ce sont très contaminants. C'est-à-dire qu'il a la possibilité de se déplacer d'un être humain à un autre très vite. Pourquoi j'insiste sur ça? C'est qu'il faut revenir à l'heure actuelle, quel que soit X, vacciné ou pas vacciné, le seul truc solide que l'on a, c'est les mesures de protection. Ça, c'est important, même si on est vacciné. Deuxièmement, cette histoire de développer des anticorps, elle n'est pas très bien au point. Il y en a qui disent que quand vous vous vaccinez ou là quand vous avez contracté le virus, c'est pendant 3 mois. D'accord, moi je suis protégé. Mais la question n'est pas très bien au point, la réponse n'est pas très bien. Est-ce que vous êtes contaminant? Est-ce que vous, malgré que vous ayez eu le truc, que vous soyez guéri, que vous n'ayez pas de signes cliniques, vous êtes en bonne santé, mais il y a l'autre aspect qui est celui d'être contaminant, de transmettre le virus. Mais ça c'est connu, par exemple, même dans le sida, syndrome immunodéficitaire acquis, il y a ce qu'on appelle les séropositifs. Lui, celui qui est séropositif, je souhaite à personne, il faut faire attention, celui qui est séropositif, il n'a aucun signe. Pendant des mois et des mois. Mais il est transmetteur, le virus, il est transmetteur. Donc vous voyez, il faut voir la question sur différents aspects et surtout l'expliquer. Et ne pas bombarder les gens. ARN messager, on aura 5000 doses, on aura 8000 doses, 20 000 doses. Là, on passe dans un autre aspect du vaccin qui est, c'est une arme. Maintenant, dans le monde entier, l'arme économique, l'arme financière, chacun, et je trouve que c'est normal, si je mets de l'argent, par exemple, Pfizer a reçu comme aide pour la recherche il y a longtemps, 1,2 milliard de dollars. Bon, c'est normal, il faut que je rentre dans mes frais. Mais même l'OMS est en train d'annoncer qu'un petit nombre de pays disposent de vaccins. Ça, c'est autre chose. Ça, c'est le management politico-économico. Mais le fait qui est important pour chaque individu, c'est quel que soit X, c'est de se protéger, de respecter les mesures barrières et d'éviter les contacts et l'hygiène. Voilà, ensuite, avoir un comportement et aussi le stress détruit le système immunitaire. Donc vous voyez qu'il faut qu'on prenne conscience qu'il faut une éducation sanitaire, il faut qu'on prenne conscience qu'il faut parler aux gens, leur expliquer et ne pas les bombarder. Moi j'ai été choqué. Fait à partir d'une technologie ARN messager. C'est comme moi maintenant, un grand maçon ou un grand architecte ou le physicien nucléaire vient me dire que l'atome il va ceci ou l'accélérateur de protons et de... Alors nous comptons sur vous, docteur, justement pour simplifier tout ça et pour vulgariser toutes ces informations. Donc en attendant d'avoir les vaccins, on recommande encore une fois de prendre en charge son immunité avec une bonne hygiène de vie.
Et voilà. l'alimentation, Surtout. c'est très important. Et quel que soit le vaccin, quelle que soit, on appelle ça la position vaccinale de la personne, on en a pour longtemps. L'humanité, hein, on en a pour longtemps, il faut continuer à respecter les mesures de protection. Voilà, merci beaucoup docteur, merci encore une fois, on vous retrouvera la semaine prochaine. Inch'Allah. Encore une fois pour une autre thématique, et voilà. Et je contracte, je simplifie au maximum. Les puristes vont s'arracher les cheveux. Mais au moins, le grand public comprendra et sera sensibilisé par rapport à la question immunitaire. C'est la chose la plus importante. Voilà, merci beaucoup, docteur. Et donc, on continue le programme. Et cette fois-ci, ça va être un hommage au personnel médical donc, qui a été très, très présent. Donc, il a été au premier rang donc, pour la lutte. Il l'est toujours, exactement. Il l'est toujours pour la lutte contre la Covid-19 et contre toutes les maladies d'ailleurs. Pas seulement la Covid-19, et ça va être donc un film d'animation que nous vous proposons en hommage au personnel médical et on se retrouve juste après. Et voilà, donc à présent, nous allons parler d'une initiative qui a été lancée par le ministère de la Culture, à savoir la carte archéologique de l'Algérie, qui a été présentée mardi dernier au niveau de la Bibliothèque nationale. Et nous en parlons ce matin en compagnie de M. Khalid Kharbouch. Bonjour. Marhaba bik. Alors, vous êtes le directeur donc, du Centre national de la recherche en préhistoire et en histoire. En anthropologie et en histoire. Alors, donc mardi dernier au niveau de la Bibliothèque nationale, il y a eu la présentation donc, de la carte archéologique de l'Algérie sous forme d'application, n'est-ce pas? C'est ça, absolument. Donc c'est un projet ambitieux hein, qui a comme objectif de répertorier l'ensemble, si ce n'est enfin, la majorité des sites préhistoriques historiques de l'Algérie, hein, sites archéologiques. Donc il y en a des milliers. Et pour l'instant, donc ce projet de carte archéologique a été lancé par le ministère de la Culture. Donc avec surtout une volonté assez forte de la ministre. Hein. C'est vraiment elle qui a lancé, enfin, qui a impulsé ce projet au départ. Et donc nous avons recensé à ce jour 15 000 sites archéologiques, qui est assez important. Énorme, mais il y en a beaucoup plus que ça. Hein. Il y en a beaucoup plus que voilà, ça. C'est ça. Donc c'est un projet assez ambitieux et qui a donné ses fruits assez rapidement. Et voilà, donc
Voilà. Et certainement, Taman Rasset aussi est une ville qui est très riche en sites archéologiques. Absolument, le sud algérien est très riche. Alors nous allons aller à présent à Taman Rasset à travers un Skype. Et ça ne va pas être pour la carte archéologique, mais on va dire que ça va être pour la carte artistique cette fois-ci. De toute façon, ça va de soi, n'est-ce pas? Ça va de soi pour parler d'une initiative qui a été lancée pour la formation des jeunes du Sud, donc au théâtre. Ça va être en compagnie de M. Djemal Guermi. Bonjour, est-ce que vous nous entendez? Bien sûr, bonjour à tous les téléspectateurs. Bonjour monsieur Guermi, alors vous êtes metteur en scène, vous êtes à Taman Rasset, donc vous travaillez à la base au TNA, n'est-ce pas? Oui, non, je ne suis pas à Taman Rasset, mais à Aloued, exactement à Aloued. Voilà, donc vous êtes quand même quelque part au sud. Alors vous avez donc initié cette formation donc au profit des jeunes pour leur inculquer donc le savoir et le savoir-faire en matière de théâtre. Bien sûr, à la dernière visite de Madame la ministre de la Culture et des Arts dans la wilaya d'Adrar, qui a annoncé de programmer un masterclass pour des amateurs de théâtre des wilayas du Sud. Le Théâtre national algérien a fait ses préparatifs. La première des choses, c'est comment inscrire dans cet événement à travers des annonces, à travers les réseaux sociaux, les médias et tout ça. Et après, on a choisi des encadreurs, des bons encadreurs qui ont des expériences soit au niveau des formations et même des expériences cyniques. Et on a programmé cet événement depuis le 16 janvier au 22 janvier, le jour même. Aujourd'hui, c'est la clôture de cet événement. Alors, vous avez fait combien de villes depuis le 16 janvier? En tout cas, on a fait 3 ans pour occuper les 18 wilayas du Sud. Il y a la zone de l'Oued, la zone de Taman Rasset et Adrar. Chaque zone, on a reçu pas mal de gens de chaque wilaya qui est entouré de ces zones-là. Alors j'imagine, vous avez été agréablement surpris par certaines pépites d'artistes que peut-être on ne connaissait pas auparavant. Oui, on a beaucoup apprécié avec ces talents, parce que notre objectif, c'est découvrir des jeunes talents, découvrir des écrivains, découvrir des comédiens, des scénographes, des futurs metteurs en scène. On a trouvé pas mal de gens qui nous donnent, pour la prochaine fois, on va monter avec eux des productions, soit des productions pour enfants et une production pour adultes. Très bien, donc ça va être des projets que vous allez mettre en place donc en compagnie de toutes ces personnes donc, qui ont assisté à vos masterclass. Mais une fois les projets donc, qui seront montés, Inch'Allah, notamment, comme vous l'avez si bien dit, des pièces théâtrales pour enfants, mais ensuite, quel serait le devenir donc, de ces jeunes metteurs en scène? Est-ce qu'il va y avoir un suivi, un encadrement par la suite? La deuxième étape, c'est on va faire une résidence d'écriture pour une résidence d'écriture pour des gens que nous allons découvrir dans un atelier d'écriture théâtrale. On va faire une résidence d'écriture au niveau du Théâtre national algérien où on va produire deux textes théâtrales, un texte pour enfants et un texte pour adultes. La troisième étape, c'est le montage. Parce que nous, pourquoi on a fait le montage? Parce qu'on peut pas faire une formation depuis 5 jours ou 6 jours. C'est pour ça on va montrer pour les jeunes amateurs comment être un montage d'une pièce théâtrale du début à la fin de la pièce. On va présenter ce projet à l'occasion des journées théâtrales du Sud au Théâtre national algérien. Très bien, merci beaucoup Monsieur Djemal Guermi d'avoir été parmi nous ce matin et nous vous souhaitons beaucoup de succès donc, pour cette initiative à vous et à tous ces jeunes donc ambitieux et à tous ces jeunes passionnés de théâtre. Merci beaucoup à vous. Merci.
Voilà, et donc de retour à vous, donc Monsieur Khalid Kharbouch, là on a eu une carte artistique, plutôt théâtrale. Le lien est très naturel parce que pour la carte archéologique, la contribution du sud algérien est quasiment de 80%. Donc 5000 sites préhistoriques répertoriés aujourd'hui concernent la région du sud algérien. Rien le tiers. Et voilà, et c'est en lien direct avec l'art aussi parce qu'il y a beaucoup de stations d'art rupestre dans le sud. Voilà, donc le lien avec votre sujet. L'art rupestre, donc la première forme artistique, on va dire. Tout à fait, exact. Voilà. Alors donc pour revenir un petit peu à cette carte archéologique, il faut dire que c'est effectivement le ministère de la Culture qui a initié le projet. Par contre, plusieurs instances qui dépendent bien entendu du ministère de la Culture ont pris part à la réalisation de cette carte. Absolument. En fait, il y a plusieurs, on va dire, il y a deux centres de recherche, le CNRPH, donc, que je dirige, le Centre national aussi de recherche en archéologie, le CNRA. Donc ces deux centres, l'un s'occupe de la préhistoire essentiellement pour la recherche archéologique et l'autre des périodes historiques. Très bien. Et il y a aussi donc l'OGEBC, l'Office de gestion et d'exploitation des biens culturels, donc qui est en charge de gérer, exploiter les biens culturels, donc y compris donc certains sites archéologiques. Donc ils ont donc inventorié aussi un certain nombre de sites. Il y a aussi les parcs nationaux, il y en a 5 dans le sud algérien, et qui en fait ces parcs nationaux gèrent quasiment 40% du territoire national. Alors on rappelle que l'un des parcs nationaux est classé patrimoine mondial. Absolument, tout à fait. Celui du Tassili Nadjer. Tout à fait, avec ces belles stations rupestres, c'est ça. Voilà. Et il y a aussi les directions de la culture qui contribuent, parce que dans chaque direction de la culture, il y a un département du patrimoine dont le rôle est justement de s'intéresser au patrimoine matériel, archéologique de la région et immatériel aussi. Voilà, toutes les instances du ministère de la Culture donc, qui sont en relation avec le patrimoine ont joué le jeu. Ça, c'est vraiment une première. Parce qu'avant, on avait en fait ces informations, elles étaient disparates, elles étaient éparpillées. Oui. Et là, l'intérêt de ce projet, c'est de les avoir réunies toutes. Et on a aussi des collaborations avec... Alors là, nous sommes en train de découvrir la carte, justement. Tout à fait. Donc, ce qu'on voit, c'est les différents points. Donc, en bleu, tout ce qui concerne la préhistoire, et en rouge, les périodes historiques. Quand vous parlez de période historique, c'est-à-dire à partir de l'Antiquité, c'est ça, exactement. Donc l'histoire, c'est à partir du moment où l'homme écrit son histoire. Donc ça remonte pour l'Algérie en tout cas à 3000 ans à peu près, quoi, 2500 ans. Et voilà, donc il y a aussi des collaborations avec l'Agence spatiale algérienne, avec, nous avons sollicité les universités algériennes. Et, donc c'est un projet ouvert, hein, il n'est pas circonscrit au secteur de la culture. Et d'ailleurs, ce projet, cette carte, elle va être utilisée et servira aussi à d'autres secteurs comme l'aménagement du territoire, le tourisme, absolument, et même la sécurité. Hein, les instances de sécurité ont besoin de connaître l'emplacement des sites archéologiques pour les protéger. Voilà, donc c'est une carte, c'est un projet... Pour les protéger, justement, parce que j'imagine que ça va être le premier objectif, l'objectif majeur donc, de cette carte archéologique, c'est la préservation de ce patrimoine. Absolument. En fait, la carte archéologique a pour objet, de répertorier, donc d'identifier l'emplacement exact de tous les sites et leur nature, leur période chronologique, leur état on va dire, de conservation, leur importance scientifique et surtout après donc, les plans de sauvegarde de ces sites archéologiques. Donc c'est un outil qui va servir à la gestion, surtout on va dire, de tout ce parc archéologique très important qui est constitué de milliers de sites. Hein. Donc nous avons recensé 15 000, mais il y en a certainement beaucoup plus que ça. Hein. Donc chaque jour, on découvre d'autres sites, etc. Voilà, alors ce qui est intéressant avec cette carte archéologique, c'est qu'elle est sous forme d'application. Donc qui dit application, on dit qu'elle est téléchargeable. Donc finalement, l'application, elle est destinée à qui? Est-ce que les particuliers peuvent donc profiter de cette offre? C'est ça. En fait, c'est une base de données. Donc une base de données, donc on peut dire c'est une application, parce que les données sont dans une base, elles ont une structure. Il y a un certain nombre d'attributs, c'est-à-dire pour chaque site, nous avons sa localisation GPS, son nom, une petite description, voire longue description, toutes les références bibliographiques qui sont en relation avec ce site, s'il a déjà été étudié. Donc ça, c'est très intéressant pour les chercheurs, par exemple, pour les étudiants. Tout à fait. Et on peut avoir des photos qui sont en relation avec ce site, des plans, des cartes géologiques, des photos satellites. On va avoir des visites virtuelles. Tout à fait. Donc c'est une application qui va être enrichie avec le temps. Et on peut modifier des informations si elles sont erronées.
Et elle est destinée effectivement essentiellement aux chercheurs, dans un premier temps, mais c'est une application, on peut en faire en fait plusieurs, on va dire, sorties, états de sortie. On peut en faire une pour le tourisme, montrer tous les sites importants que les Algériens peuvent visiter. Donc là, ça peut être une application Internet, web, etc. Donc il y a des niveaux d'accès assez différents. Donc chaque institution qui contribue par exemple à enrichir les données, elle a son accès à cette plateforme. Donc elle peut déposer des données, elle peut modifier ses données, etc. Donc il y a des niveaux de sécurité assez différents, et ce qui est normal, hein, toutes les applications informatiques, on ne peut pas du jour au lendemain ouvrir une application au grand public, à la planète entière, parce que ce sont des données parfois inédites qui n'ont pas été publiées. Voilà, mais ce qui est intéressant, c'est que ces données sont maintenant disponibles et on pourra donc donner accès sous certaines conditions à la communauté des chercheurs algériens ou même étrangers, si c'est nécessaire, pour certains sites, pas tous, et pour les Algériens d'une manière générale, pour voir le patrimoine national qui est très riche. Voilà. Alors il faut dire que le projet lui-même de la carte archéologique, on en parle depuis quelques années, mais la décision ferme a été prise en 2020, donc cette fois-ci on a eu l'application, donc ça a été fait en un temps record finalement. Absolument. Vraiment c'est très ambitieux au départ d'avoir lancé ce projet. Moi-même, je disais que ça va être assez compliqué, mais on a tout fait. Juste dans un début seulement, vous avez recensé 15 000 voilà. sites. Et en fait, je vais vous dire pourquoi ça a été possible finalement. Ça a été possible parce qu'il y avait la volonté d'aboutir assez rapidement à un résultat. Vraiment. Donc, c'est ça qui nous a motivés. Et toutes les instances du ministère ont joué le jeu. Et la ministre, elle a vraiment tout le temps suivi ce projet. Donc, il y a, en termes de management, on va dire, c'est un projet qui a été parfaitement géré. Et un autre aspect, c'est que pour inventorier des sites, il y a plusieurs manières de faire. Soit on se déplace sur le terrain, et à ce moment-là, on cherche, on prospecte et on découvre des sites, on localise, après on décrit. Ça prend beaucoup de temps. Mais nous, on a utilisé cette méthode, et la méthode qui consiste aussi à voir ce qui a été publié déjà, qui a été recensé, mais dans des articles qui sont parfois complètement disséminés, enfin qu'on a oubliés. Donc c'est un travail de recherche. Voilà, 120 années de recherche ont été exploitées pour débusquer tous les sites, et encore il en reste pas mal. Hein. Oui, il en reste pas mal. Voilà, et c'est pour ça qu'en un temps record, on a pu recenser. Et ces 15 000 sites, et sincèrement, c'est une réussite. Hein. Voilà. En l'espace de quelques mois, aboutir à une carte, c'est pas rien. Voilà. Et c'est pas fini, hein, je veux dire, parce que et ça finira pas en tout cas. Ça finira pas parce qu'on découvre tous les jours des sites. Hein. Et puis tous les jours, il y a des actualisations, tous les jours il y a de nouvelles découvertes par rapport au même site, comme vous l'avez si bien dit. Monsieur Khalbouch, nous vous avons reçu lorsque le couscous a été donc classé patrimoine mondial de l'humanité. Et ce jour-là, donc vous aviez partagé quelques images avec nous parce que vous-même vous vous êtes déplacé en Mauritanie, vous avez filmé un petit peu le couscous. Donc on voit que vous êtes quand même d'abord quelqu'un de terrain. Ah oui, alors, est-ce que ça s'est passé de la même sorte pour cette carte? Est-ce que vous-même, vous vous êtes déplacé, vous êtes parti voir donc des sites archéologiques? Vous avez tout à fait raison. Je suis plus proche du terrain que, on va dire, que de l'administration, des bureaux, etc. Un archéologue, par définition, donc il a besoin d'aller sur le terrain, de faire des recherches. Donc moi, j'ai passé, on va dire, depuis 2010 jusqu'à il y a 2 ans, tout mon temps sur un site archéologique qui est la grotte de Gueldaman, où j'ai fait, d'ailleurs je viens de sortir un ouvrage de 480 pages sur ce site-là, une sorte de monographie. Bien sûr, on passe beaucoup de temps à aller visiter les sites, et on envoie des équipes aussi sur les sites pour faire des fouilles régulièrement. Donc le Covid nous a un peu freinés, mais en général, on a plusieurs chantiers de fouilles dans l'année sur tout le territoire national, que ce soit le sud, l'est, l'ouest, le nord, etc. Et c'est nécessaire d'avoir ce contact aussi permanent avec le terrain parce que on voit l'évolution de l'urbanisation. Donc c'est à ce moment-là qu'on prend des décisions pour protéger des sites. On optimise nos recherches en disant ce site-là est très important, il risque de disparaître. Donc il faut absolument travailler dessus avant que ce soit trop tard. Le terrain, pour un archéologue, c'est vital. Hein. Si on est coupé du terrain, on est quasiment mort.
Ah, c'est un peu comme le journaliste d'ailleurs. C'est ça, même les journalistes, donc ils ont besoin d'être en contact avec la société, avec les événements localement, etc. Alors justement, pour revenir un petit peu à l'enrichissement de cette application, à l'enrichissement de cette carte archéologique, parce que le travail ne va pas s'arrêter là, donc ce sera un travail donc, qui ne va pas s'arrêter du tout finalement. Est-ce que justement, parce qu'il faut dire que les étudiants en archéologie, en paléontologie, généralement ils sont très actifs, ils sont sur terrain, ils font beaucoup de recherches. Alors est-ce que justement les étudiants ont accès à ce genre d'application? Est-ce qu'eux-mêmes ils peuvent être acteurs pour enrichir, pour apporter une actualisation, pour apporter de nouvelles modifications ou bien même de nouvelles carrément découvertes à cette carte, à cette application? Tout à fait. En fait, il y a beaucoup de... Moi-même, j'ai reçu un groupe d'étudiants de la région de Tlemcen. Ils étaient 5, extrêmement motivés. Et ça fait des années qu'ils sillonnent la région. Ils ont découvert énormément de sites, parfois inédits. Donc, ils arrivent donc vers nous avec donc, ces données-là. Bien sûr, ce sont les bienvenus. Donc, on peut leur donner l'accès pour enrichir ces bases de données. Et tout, même, on va dire, individu algérien, citoyen, qui souhaite nous informer d'une découverte ou d'un site, il peut le faire. Hein. Il n'a qu'à prendre contact avec ces institutions, donc soit les centres de recherche, soit les directions de la culture de sa région, et dire, voilà, à telle région, tel endroit, et en donnant la localisation la plus précise possible, j'ai vu telle chose, il peut nous envoyer des photos, et nous, on enverra les équipes sur place pour vérifier, est-ce que c'est un site qui est connu déjà ou pas. Voilà. Et si ce n'est pas le cas, ben on l'inscrit comme site nouveau, etc., en mettant dans les descriptions que c'est telle personne qui nous l'a indiqué, etc. Donc c'est ça la recherche. Et vous allez ouvrir donc une porte pour la recherche par rapport à ce site. Et tout le monde peut contribuer, parce que c'est un patrimoine national et c'est tous les gens, tous les Algériens sont concernés par cette carte. Voilà, ben merci beaucoup. Vraiment, nous vous souhaitons une très belle continuation pour l'enrichissement de cette carte archéologique. Un dernier mot peut-être avant de se quitter? Eh bien, le dernier mot, c'est surtout de dire aux Algériens que cette carte, au-delà de l'aspect technique de son utilisation ou de son intérêt pour le secteur de la culture, mais d'autres aussi, comme on l'avait évoqué tout à l'heure, elle montre que l'Algérie a un patrimoine extrêmement riche. Et ça, je le dis tout le temps. Et ce n'est pas parce que je suis algérien ou par chauvinisme, c'est parce que nous avons un pays exceptionnel de ce point de vue-là. Une très grande richesse archéologique et qui justement commence depuis le début de l'humanité jusqu'aux périodes historiques les plus récentes. Et ça, c'est très rare pour un pays. Donc les Algériens doivent être conscients de ça et surtout être fiers de cet aspect. Ah ben voilà, merci beaucoup monsieur Falid Khelbouch. Donc je rappelle, vous êtes le directeur du Centre national de la recherche en anthropologie, en préhistoire et en histoire. Merci beaucoup d'avoir été parmi nous ce matin. Et on continue dans un petit moment. Quand je vous le disais ce matin, donc en début d'émission, place à l'Afrique cette fois-ci, puisque nous allons avoir une poétesse qui nous vient du Mali. Mais avant cela, nous vous proposons une chanson qui est tirée justement du patrimoine, puisqu'on parlait d'ailleurs de patrimoine, du patrimoine de la tradition orale malienne. Donc c'est une légende qui raconte un petit peu une histoire qui s'est passée entre un hippopotame et une petite fille qui a été donc transmise de génération en génération à travers cette chanson que je vous laisse apprécier.
Magnifique chanson, il s'agit de Mali Sadio qui nous a été interprétée par Toumani Diabaté, une superbe chanson qui raconte l'une des très belles légendes du Mali. Et avec nous ce matin, une Malienne, Hawa Berté. Bonjour Hawa. Bonjour à vous. Bienvenue. Merci beaucoup. Ça va? Oui, ça va. Ça vous plaît l'Algérie? Oui, ça me plaît. Alors vous êtes là depuis combien de temps? Ça fait 3 ans, 2021. 3 ans. Donc vous êtes étudiante à l'université Mouloud Mamri de Tizi Ouzou. Tizi Ouzou, oui, exact. Et vous êtes étudiante en économie et gestion des entreprises. Voilà, alors si vous êtes là parmi nous ce matin, c'est parce que vous êtes poétesse et vous êtes écrivaine aussi. Voilà, alors avant d'entamer le débat en votre compagnie, Hawa, comme je vous disais ce matin en début d'émission, Kenza et Massilias ce matin vont nous parler donc un petit peu de l'histoire de la Terre. Donc Massilias nous dit souvent qu'il y a eu 5 extinctions, nous sommes à la 6e. Kenza nous dit que si on prend en considération, si on protège notre environnement, donc on va protéger la Terre. Et Kenza, Massilias sont parmi nous par Skype. Kenza, est-ce que vous nous entendez? Oui, je vous entends très bien. Voilà, alors Kenza, tu es avec Massilias. Bonjour Massilias. Bonjour. Bonjour. Alors Kenza, Massilias, vous êtes ici au niveau du siège de la télévision, vous n'êtes pas très loin. Et avant de nous rejoindre dans un petit moment au plateau, vous avez décidé donc de faire une petite initiative. Je vous laisse nous expliquer de quoi il s'agit. Exactement, donc j'ai le grand plaisir d'accompagner notre Massilias Farhani, notre Benjamin de l'équipe pour faire une plantation. Donc ça va être un arbre qu'il a lui-même choisi, donc c'est un goyave. Donc d'ailleurs il va nous en parler par rapport à cet arbre-là, cet arbre fruitier. Et par la suite on va venir, donc je lui laisse la parole par rapport à cet arbre-là et surtout ses vertus. Donc c'est un goyavier. Donc, c'est un arbre exotique d'Amérique latine. Donc, c'est un arbre fruitier. Et donc, son fruit, c'est le goave, qui a la forme d'une myrtille rouge et qui a le goût d'une fraise, une grande myrtille rouge et qui a le goût d'une fraise. Donc, on peut en faire, des jus, on peut en faire des confitures. Exactement, oui. Voilà. Donc, c'est un fruit un peu comme la fraise parce que déjà le goût, c'est le même. Et donc, il y en a de plus en plus dans d'autres. Donc, comme on a dit, l'originaire d'Amérique latine. Alors justement, on va passer directement à la plantation. Alors justement, Kenza, Massilias, on va vous voir à l'œuvre dans un petit moment. Voilà, c'est déjà fait finalement. Donc c'est un geste très symbolique donc en faveur de l'environnement que vous avez fait. Donc on a fait le trou justement pour qu'il soit. Donc voici là, mais il faudrait que le trou puisse arriver jusque là. Bien, allez. Allez, hop. Et voilà. Et voilà, un geste très important, symbolique, mais d'une importance capitale pour l'environnement. Donc on voit Kenza et Massilias planter un arbre ici au niveau du siège de l'UNTV. Voilà. C'est tellement mieux d'utiliser les mains pour se sentir bien proche de la nature. C'est une thérapie, Kenza, c'est une thérapie. Être en contact direct avec la terre, avec la nature, c'est une forme de thérapie, effectivement. Voilà, hop. C'est très important de laisser l'arbre comme ça bien droit et par la suite on teste pour ne pas laisser l'air passer. Hop. Bravo à vous deux, Kenza, Massilias. Bravo à vous deux. On va donner un nom à cet arbre-là. C'est quoi ce prénom? On a décidé que ça allait être Massilias Farhani, parce que c'est notre Benjamin de l'équipe du Bonjour. Effectivement. Donc, on a décidé d'appeler cet arbre Massilias. Et on revient à vous dans un petit moment. Allez, on va vous retrouver sur le plateau dans un petit moment. On vous laisse donc finir ce geste magnifique en faveur de l'environnement. Et on va retrouver encore une fois Hawa. Voilà. Alors, Hawa, je voyais que vous étiez très intéressée par ce que nos amis sont en train de faire. Oui. À côté, vous êtes d'accord finalement avec ce rapport qu'on doit avoir avec l'environnement, n'est-ce pas? On peut vraiment s'inspirer de l'environnement parce que Dieu a déjà tout donné. La nature a tous les signes possibles.
Voilà, effectivement. Alors, nous avons écouté une très belle chanson tout à l'heure qui nous a été interprétée par Toumani Diabaté. Donc, il parle quand même d'une légende malienne. Oui. Et ça reste quand même une histoire plein de, j'ai envie de dire, plein de moralité. Non pas pour le Mali seulement, mais pour l'humanité d'une manière générale. Oui. Alors, il faut dire que l'Afrique, d'une manière générale, c'est le berceau de la civilisation, c'est le berceau de l'humanité. C'est très riche finalement en sagesse. En sagesse, oui. Surtout la tradition orale. Cette chanson, elle raconte l'histoire d'une petite fille dont l'hippopotame va tomber amoureuse d'elle, c'est ça. Voilà. Et alors, donc, Hawa, il faut dire que vous êtes très inspirée par ces belles légendes, par cette belle culture. C'est ce qui a fait de vous aujourd'hui une poétesse. Oui, exactement. Alors, parlez-nous un petit peu comment vous êtes venue dans le monde de l'écriture, dans le monde du poème. Bon, depuis à bas âge, je suis quelqu'un qui réfléchit beaucoup trop. Et déjà, depuis le primaire, en français, j'étais très bien. Dans la dissertation également, je me suis toujours démarquée. Donc, en un moment de ma vie, l'écriture a été un moyen pour moi de me retrouver, un moyen pour moi de converser avec moi-même. C'est petit à petit que cette passion est née. Ça a commencé à partir à environ à quel âge? Bon, je peux dire depuis mes 15 ans jusqu'à 18 ans. C'est à partir de 18 ans que j'ai pris vraiment les choses en main. Et j'ai commencé à écrire. Au départ, j'écrivais pour moi seule. J'avais honte de partager ce que j'avais écrit. J'avais honte de partager ce que j'avais écrit. Et Dieu merci, j'ai rencontré des gens bienveillants qui m'ont toujours encouragée. Ils m'ont dit, tu peux partager, tu peux créer ta page, tu peux faire ceci. On n'est rien sans les gens. Et je suis vraiment reconnaissante qu'ils puissent m'encourager à faire ceci. Voilà, alors donc on va voir quelques citations parce qu'il faut dire aussi, Hawa, que vous adorez tout ce qui est citation, que vous aimez beaucoup finalement tout ce qui a trait à toute cette sagesse, n'est-ce pas? Oui, exactement. Voilà. Alors, mais sinon, Hawa, lorsque vous écrivez sur quoi particulièrement? Sur quoi particulièrement? Quels sont les sujets que vous... je voudrais que vous compreniez que je n'écris pas, mais je m'écris. D'accord. Donc, les choses que j'écris, c'est un rapport direct avec ma vie et les leçons que j'ai tirées, les expériences que j'ai vécues. Donc, si je suis dans une situation, c'est à travers cette situation que j'écris. C'est à travers mon état d'âme que j'écris. Oui. Donc finalement, c'est votre ressenti du moment. C'est une inspiration du moment. Vous n'avez pas un moment particulier durant lequel vous allez écrire. Non, je suis toujours disciplinée. Je fais en sorte d'écrire quand même un texte ou une citation au moins une soirée. Alors là, nous avons une citation. Oui. Une citation. Le courage rend obsolètes les critiques. Être courageux, c'est avoir du cœur. Oui. Alors parlez-nous un petit peu de cette citation. J'arrête pas de dire situation. C'est normal. Situation. Je suis en train de penser à la situation dans laquelle vous êtes maintenant. Oui, parce que souvent dans la vie, quand on commence des choses, être débutant, c'est pas facile. Oui. Et il y a toujours des critiques souvent constructives qui sont négatives. Oui. Donc, le courage, il faut prendre le courage et aller de l'avant malgré les critiques. Donc, même si on te critique et que tu es courageuse et tu vas de l'avant, les critiques, elles deviennent obsolètes. C'est pourquoi être courageux, c'est avoir du cœur, parce que c'est ta raison profonde. Quand tu as du cœur, tu es forcément courageux en fait. Hawa, c'est vous-même qui avez écrit cette citation? Oui, c'est ma propre pensée. C'est votre propre pensée? Oui. Voilà, là on va aller à une autre citation, une autre pensée encore? Oui. La vôtre? Oui. Voilà. Alors, toutes les merveilles d'aujourd'hui ont un jour fait partie d'un rêve impossible à accomplir. Après, continue de chérir ce que tu as de plus précieux. Ce que nous avons de plus précieux, c'est notre rêve, c'est nos convictions de vie, c'est notre motivation pour nous accomplir. Et aujourd'hui, ça peut être lointain, mais si nous continuons de nous battre pour ces rêves, un jour nous allons sûrement l'accomplir. Hawa, nous devrions vous recevoir chaque matin pour ces ondes positives quand même. Hein. Merci pour tout ce courage, pour toutes ces ondes positives.
Vous devriez être avec nous normalement chaque matin. Ou du moins avoir au téléphone. Oui, ça serait avec plaisir. Voilà, donc peut-être qu'on va passer à une autre citation. Donc ce sont des citations que vous avez écrites pendant que vous êtes ici à Alger, plutôt à Tizi Ouzou, aussi en Algérie. Exactement. Exactement. Voilà, donc là... Ça, c'est mon logo. Ça représente la femme africaine. Et parce que je suis une femme, lorsque je vais faire un logo, je veux que ça soit la femme africaine, toute son intelligence, toute sa beauté, toute sa qui soit mise à, tout son courage. Tout son courage, sa prestance qui soit mise en valeur en fait. Oui, effectivement. Oui. Justement, là, il y a quelque chose qui m'interpelle, Hawa, c'est la coiffe donc, de la femme. Parce qu'il y a beaucoup de tableaux de la femme africaine qui sont tous magnifiques les uns les autres. Et ce qui fait un petit peu cette particularité, c'est cette coiffe-là. Alors, est-ce que donc, le foulard qu'elle porte, c'est malien ou ça n'a pas un sens particulier? Bon, je ne l'ai pas mis dans un sens particulier, c'est juste que c'est la photo là qui m'a plu, c'est pour cela que je l'ai mis, mais le foulard c'est très important dans la culture aussi africaine et chaque région a sa propre culture, sa propre civilisation et tout ça. Oui. Voilà, alors j'imagine qu'au Mali aussi, il y a un petit peu cette particularité on a cette de la coiffe. Particularité, oui. Et malheureusement qu'il fait froid, sinon j'allais porter un truc malien. C'est pas grave, hein, on aura de beaux jours, Inch'Allah. Vous serez parmi nous et pourquoi pas, vous allez nous parler un petit peu de la tradition malienne. Exactement. Voilà, alors on va dire que vous êtes ici depuis 3 ans, donc 2021, vous allez fêter la 3e année de votre séjour ici en Algérie. L'Algérie, ça a été un choix pour vous, pour faire vos études? Oui, ça a été un choix. Et aussi, il y a une coopération entre le Mali et l'Algérie qui a fait que j'ai obtenu une bourse d'études ici après le bac. Grâce à ma mention, j'ai eu la mention bien. C'est pourquoi je suis venue ici. Donc elle se démarque tout le temps. Oui. Même dans les études, elle se démarque. Oui, même dans les études. Voilà. Et donc vous avez choisi quand même une spécialité très importante, très intéressante et une spécialité d'actualité et d'avenir. Oui, l'économie. Et au fait, j'ai choisi l'économie, je peux dire par naïveté. Pourquoi par naïveté? Parce que quand j'étais au lycée, je participais à des concours, à des concours de littérature, d'orthographe, de lecture. Donc, j'ai commencé à remporter des concours sur concours. Et quand j'ai été première régionale, j'ai représenté mon lycée, j'ai été première régionale. Après, je suis venue dans la capitale et on a fait le concours, j'ai été 2e nationale. Donc, je croyais que je n'avais rien à apprendre du français encore et je me suis dit que je connaissais déjà le français. Pourquoi aller étudier encore la littérature? Donc je vais choisir une spécialité qui combine la littérature et un peu de sciences en fait. C'est pour cela que j'ai choisi l'économie. Voilà. Il y a une autre citation de vous, Si Hawa, qu'on va voir. Alors l'échec ne définit personne, mais il enseigne tout le monde. Ah, ça c'est fort. Oui. C'est pas parce que tu as échoué que tu n'es pas bon ou que tu ne vas pas réussir. C'est pas parce que le passé a été douloureux que l'avenir ne promet pas de souffrances éternelles. Donc, l'échec ne te définit pas. Il est là pour t'enseigner quelque chose. Donc, il enseigne tout le monde. Si tu échoues, tu dois en tirer des enseignements très, très positifs parce que c'est très, très important. Oui. Hawa, vous devriez rester avec nous, hein, toutes ces ondes positives, hein, n'est-ce pas? Tous ces encouragements. Hawa, ça a été un très grand plaisir de vous recevoir ce matin. Merci beaucoup pour ce magnifique partage et ce magnifique partage positif, toutes ces ondes positives que vous nous avez offert ce matin. Merci à vous. Voilà, donc vous écrivez en quelle langue avant de vous libérer? J'écris en français, uniquement en français, je suis francophone. D'accord, uniquement en français. Avant de vous libérer, ce serait possible donc de nous faire un petit quelque chose de vos poèmes? Un petit quelque chose. Bon, je n'ai pas mes poèmes en tête parce que c'est l'événementiel. Si j'ai un événement, j'écris les poésies en fonction des événements que je vais aller faire. Mais si je vais dire une citation qui me tient à cœur, et c'est une citation que j'écris, et tu ne sais pas que tu ne sais pas jusqu'à ce que tu acceptes d'apprendre. Et là, j'incite la jeunesse vraiment à apprendre, à s'instruire, à chercher des connaissances et des compétences. Parce que
Je pense que le développement d'une nation passe par le développement de chaque individu de cette nation. Nous avons des ressources à nous, des ressources potentielles. Ces ressources potentielles doivent faire une transaction et en ressources opérationnelles pour le développement de l'Afrique et pour la connaissance profonde de soi-même. Je pense que rien ne vaut plus que de chercher la connaissance. Voilà, Oui. merci beaucoup Hawa, merci pour ce très beau message que vous faites passer à la jeunesse d'aujourd'hui. Nous avons d'ailleurs une jeunesse très prometteuse avec nous sur le plateau, Oui, on va les recevoir dans un petit moment. On les a vus tout à l'heure par Skype en train de Merci. faire un très beau geste pour la nature. Merci beaucoup Hawa Berthé. Donc je rappelle, vous êtes étudiante à l'université Mouloud Mamri de Tizi Ouzou et vous êtes venue du Mali. Merci beaucoup Hawa. Et on continue là, donc toujours avec la jeunesse algérienne, toujours avec cette volonté de réussir. L'ami Aboudbouda a rencontré donc un jeune très intéressant qui lui a investi dans un domaine simple mais très prometteur. Il s'agit d'un café, pas n'importe quel café, mais plutôt un café bike. Et oui, ce sera un café qui va servir donc à tous les amateurs de café, de boissons chaudes sur son vélo, sur sa bicyclette. Je vous laisse découvrir ce portrait. On se retrouve juste après en compagnie de Kenza et de Massilias. S'inspirant de la mouvance du food trucks, les coffee bikes font leur apparition depuis quelques mois en Algérie grâce au fournisseur SoBike Tricycle Algérie. Des jeunes s'embarquent dans l'aventure du commerce ambulant. À Zazga, nous avons été à la rencontre de Khaled et Mohand, deux étudiants devenus associés. Bon, on a trouvé cette idée sur Internet, sur Facebook, on a cherché. J'ai trouvé, il y a beaucoup des gens en Europe qui travaillent comme ça. J'ai dit pourquoi pas travailler comme ça en Algérie. Et ça a marché. J'ai parlé avec mon ami, j'ai parlé avec mon camarade, et il m'a dit en France, on a trouvé un vendeur à Achlef qui nous a construit cette machine. Moi et mon associé, nous avons fait de petits boulots pour pouvoir autofinancer notre projet. Une fois la somme réunie, on a choisi le design du tricycle. Le concept est novateur, une petite échoppe installée sur un tricycle muni d'une autorisation. Il gare un peu partout dans la ville. Seul bémol à cette activité, les conditions climatiques comme en cette journée pluvieuse. Coffee Bike Azazga s'installe dans le hall d'un centre commercial. On a des difficultés de météo parce que c'est un peu difficile de travailler avec la pluie et tout. Là, c'est normal, mais c'est Café, cappuccino, thé ou jus, le Coffee Bike a ses adeptes et séduit les épicuriens par son concept. Je trouve que c'est une très très bonne idée déjà, c'est une idée très originale, c'est nouveau chez nous à Tizi Ouzou, surtout sur Azazga. Du coup, j'ai essayé une fois par curiosité, et je suis devenue cliente. Et le café, est-ce qu'il est bon? Vraiment, il est merveilleux, il est très bien. Donc, c'est un très bon café. Et vraiment, c'est une réussite. Dans l'air du temps, le bike food, une tendance culinaire qui pourrait trouver de vrais adeptes en Algérie. Enfin, une peinture algérienne aux normes internationales. Tous vos besoins en peinture intérieure, peinture métal, préparation de support ou peinture extérieure, choisissez Coral Peinture. Coral Peinture, c'est l'EMA à faire. Kenza et Massilia sont parmi nous. Bonjour à vous. Ça va, vous n'êtes pas trop salis?
C'était bon. C'était bon, voilà. C'est une thérapie, Kenza, il faut le dire. Hein. Alors, Kenza et Massilia sont en tenue sportive ce matin, donc ils se sont mis en tenue justement pour faire un très beau geste en faveur de la nature. Exact, n'est-ce pas? Alors, d'où vient déjà cette idée de planter un arbre qui s'appelle Massilias. Hein, donc, voilà, un arbre qui s'appelle Massilias ici au niveau du siège de l'EPTV. Ouais. Alors, Massilias, le choix d'abord. Le choix de l'arbre, le choix de l'espèce. Qui est assez rare ici en Algérie. Donc on a décidé d'en prendre un. C'est un arbre fruitier également, donc on espère qu'il va donner des fruits. Pourquoi pas, oui. Il faut juste bien l'entretenir. Oui, voilà, il faut juste bien l'entretenir. Alors, il faut dire, Kenza et Massilias, que les plantations d'arbres sont peut-être les premiers gestes les plus importants déjà pour la protection de l'environnement. Et l'Algérie, au lendemain de l'indépendance, n'est-ce pas, Massilias, a pris justement cette opération, mais à échelle quand même assez importante, à grande envergure, n'est-ce pas? Oui, donc dans les années 70, la DGF, donc la Direction Générale des Forêts, exactement, donc a pris l'initiative de planter donc des arbres pour empêcher l'avancée du désert. Donc ils ont planté d'ouest en est sur une bande de 1500 km. Donc la bande n'est pas uniforme parce que il faut savoir qu'on a planté dans les steppes algériennes et il faut savoir que dans les steppes la terre est infertile. Voilà, donc on est en train de voir une carte pour... Exactement, voilà. Donc, pourquoi on a planté dans un endroit infertile? C'est parce que lorsqu'on plante des plantes vertes, des végétaux verts, ça attire les êtres vivants, les petits êtres vivants, qui vont fertiliser le sol, donc qui était pauvre, et donc ça va permettre le développement des arbres. Donc finalement, ça va créer carrément un microclimat. Exactement. Un microclimat. Oui, voilà, exactement. Donc, le rôle de ces micro-organismes qui vont venir, c'est d'empêcher l'évaporation des eaux de pluie. Oui. Et donc, comme ça, il y aura de l'humidité. L'humidité va engendrer le froid, et le froid va engendrer la pluie. Donc, il y aura beaucoup plus de pluie dans la région. Donc, ça va arroser les arbres et ça va empêcher l'avancée du désert. Effectivement. Voilà, donc, Kenza, il faut dire que ça s'est bien passé à Oumel-Bouakhi? C'était génial. Voilà, je me rappelle. Avec un peu de fièvre et rhume par la suite en rentrant. Non, il faut dire que c'est mais il faisait très froid. Le climat est quand même assez hostile, assez rude. Il faut dire dans les hauts plateaux. Donc là, vous êtes parti quand même en plein milieu d'hiver. Exactement. Donc ça s'est bien passé pour toi? C'était vraiment un projet qui te tenait à cœur. Hein. Vraiment qui me tenait à cœur, surtout par rapport à l'initiative en soi, donc la plantation de ce sommet de Sidi El Riz, mais aussi il y avait de très belles rencontres où j'ai eu l'occasion, le plaisir de rencontrer plein de différentes organisations qui étaient justement très dévouées pour la préservation de l'environnement et surtout les sports de montagne pour faire un petit peu la promotion des différents pics d'Algérie. Donc c'était une très belle rencontre. Et justement, toujours donc avec cette belle initiative en faveur de l'environnement, donc on revient toujours que le geste le plus important, c'est déjà la plantation des arbres. Parmi les gestes les plus importants. Exactement, tout à fait noble. D'ailleurs, on a bien voulu faire notre chronique à deux aujourd'hui parce que c'est très important. Il y a eu beaucoup d'efforts qui ont été faits, c'est-à-dire en Algérie justement pour les plantations. Mais voilà, cette fois-ci, en octobre dernier, ce barrage vert a repris de belle avec une organisation un peu plus différente et encore mieux parce que justement, il y a eu la collaboration de divers acteurs, que ce soit entre les opérateurs économiques, donc il y a eu justement pour qu'ils aident pour l'exécution de ces plantations, la collaboration avec la société civile et aussi surtout avec les collectivités locales. Donc pour ceux qui nous regardent, on est en train d'inciter les gens à planter. Ben justement, aujourd'hui dans notre chronique, on va vous parler un petit peu de comment est-ce que, voilà, chez vous qui êtes en train de nous regarder, comment est-ce que vous pouvez partir et planter. Donc il y a différentes manières. Si vous êtes libre, vous êtes seul chez vous, enfin, on n'appartient pas à une organisation particulière. Exactement. Vous voulez sortir dans votre quartier et planter, ça c'est très simple. Vous sortez, vous localisez un petit peu l'endroit où vous voulez planter, vous partez dans la pépinière la plus proche, vous expliquez, c'est très important d'expliquer au jardinier quel est votre espace et quel est l'arbre le plus approprié pour cet espace-là. Vous le ramenez, vous nettoyez d'abord l'espace où planter. Par la suite, vous plantez l'arbre et puis voilà. Et là, vous aurez
un entretien tous les jours parce que c'est juste à côté de chez vous. Ça, c'est quand vous êtes seul. Mais par la suite, il faut savoir que... Donc, juste avant de passer donc, à la deuxième idée, donc là, on comprend, Kenza, qu'on ne peut pas planter n'importe quel arbre à n'importe quel endroit. Exactement. Donc là, il faut être très méticuleux dans le choix, finalement, de l'arbre. C'est ce qu'il a fait Massilias cette fois-ci, d'ailleurs. Tout à fait, tout à fait. Il a étudié un petit peu l'espace, il est ramené avec... il est venu, pardon, avec un bel arbre. Et donc, si on est seul, voilà, c'est ce qu'on peut faire éventuellement. Par contre, il y a d'autres manières. D'ailleurs, quand on est organisé dans une association ou même quand on n'est pas organisé. Il faut savoir que depuis octobre et même les années précédentes, mais depuis octobre, ça s'est beaucoup plus intensifié, beaucoup plus organisé. Il y a des programmes de plantation dans chaque wilaya. Le programme, c'est un programme national de reboisement. Donc, ça a commencé en octobre. Il faut savoir que chaque wilaya a son propre, à travers la direction des forêts locales, a son propre programme de plantation. Alors, comment on peut avoir le programme? Alors justement, il faut directement s'orienter. Vous prenez votre téléphone portable, vous habitez à Batna, vous faites conservation des forêts de Batna sur Facebook et là vous aurez le programme de plantation. Maintenant, si vous êtes une association, là vous pouvez directement vous présenter au niveau de la direction des forêts ou carrément dans votre APC et là on va vous orienter sur les jours à venir pour ces différentes plantations. Mais aussi, il y a une autre manière aussi avec des réseaux d'associations. Donc, par exemple, il y a le réseau Éco-Citoyenneté d'Oran. Donc, c'est un réseau d'associations qui sont là, justement, voilà, c'est le réseau Éco-Citoyenneté d'Oran. Donc, ils ont pour but la citoyenneté. Donc, quand on parle de citoyenneté, ça touche l'aspect social, l'aspect humanitaire, mais aussi ils sont dans l'écologie. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Donc, ils ont, par exemple, l'un des meilleurs combats qu'ils sont en train de faire, c'est la conservation des bois et aussi des forêts. C'est vrai que le barrage vert, c'est une question qui est extrêmement importante, mais pour les wilayas qui sont en dehors de cette bande-là, par exemple, Alger, où les wilayas du Nord ne sont pas concernés par le barrage vert, mais sont tout de même concernés par la plantation. Donc, par exemple, vous pouvez directement adhérer à ce réseau éco-citoyenneté, par exemple, pour ceux qui sont dans l'Oranie, ou c'est un réseau d'associations. Donc, si vous ne faites pas partie de ce réseau, vous vous inscrivez, vous vous présentez directement chez eux. Comme ça, pourquoi c'est important, ce réseau? C'est tout comme ça s'est passé pour la famille de la montagne à le Bouaké la fois passée. Par exemple, moi, je suis une association à Bouaké. C'était l'association Nounou. Lui, il fait partie du réseau. Et bien, ce réseau qui sont de toutes les autres villes du pays se sont rejoints à sa cause. Et c'est comme ça que ça fonctionne. Donc, ça, c'est la photo qu'on a ici. Donc, les conservations des forêts sont en train de faire un travail de communication quand même assez important. Donc, d'où, pour justement inciter les citoyens. Donc ça s'est passé au niveau de Batna. Donc voilà, donc on est seul, comme on a fait moi et Massilias, donc on a choisi le terrain et on a planté. On peut se présenter directement, même si on est un comité de quartier, on se présente à la collectivité locale, enfin l'APC ou autre la plus proche, ou encore on rejoint carrément des réseaux d'associations pour rejoindre leur initiative. Et c'est surtout aussi une question aussi de ressources. Nous, on n'a pas de ressources. Par exemple, si l'association n'a pas assez de logistique à son niveau, le fait d'adhérer à ces réseaux, il y a un échange gagnant-gagnant entre ressources humaines et logistiques. Donc voilà. Effectivement, alors on reste quand même dans cet échange gagnant-gagnant. Et Massilias, alors, il faut dire qu'il y a eu donc la Direction Générale des Forêts, il y a quand même ces réseaux, les associations, donc les wilayas qui font toutes ces initiatives. Donc, comme on l'a dit en début, on en a parlé avec toi, donc la plus grande opération, ça a été le barrage vert. Oui. Mais le barrage vert, donc ça, il faut dire, c'est un projet d'État déjà. Mais sinon, c'est un projet qu'on peut faire en particulier. Et toi, justement, tu as trouvé dans tes recherches un particulier qui a fait quand même un petit miracle, n'est-ce pas? Un petit miracle vert, on va dire, n'est-ce pas? Donc, c'est au Burkina Faso.
Donc il s'agit de Yacouba Sawadogo. Donc il a utilisé une technique ancestrale donc, qui s'appelle le zai, qui consiste à faire des trous et mettre des matières organiques avant de mettre les graines, avant de mettre une plante. Et donc ces matières organiques vont se décomposer? Non, oui, ils vont se décomposer. En fait, ils vont ramener des décomposeurs. Voilà, c'est ce qu'on est en train de voir, exactement, oui. Donc ça va attirer des décomposeurs. Ces décomposeurs, ils vont creuser des termites. Pardon, non, ces décomposeurs vont creuser des galeries. Donc dans les galeries, toutes les eaux de pluie seront stockées. Et après, il ne reste plus qu'à planter le végétal. Ingénieux quand même. Oui, exactement. Et il a réussi à planter plus de 20 hectares. Donc en Algérie, nous, on a réussi à planter maintenant, aujourd'hui, 4,7 millions d'hectares. Ce qui est quand même assez énorme. Et ce qu'on peut remarquer, si on regarde la carte du barrage vert. Du barrage vert. Allez, on va juste demander à notre réalisateur de nous envoyer la carte donc, du barrage vert. Oui. Donc ce qu'on peut remarquer, c'est qu'elle n'est pas uniforme. Donc parfois elle est épaisse, parfois elle est moins épaisse. Et donc dans la partie la moins épaisse, elle a 20 km de largeur. Et c'est quand même pas rien, 20 km de largeur. Dans la partie la plus fine, on va dire, la plus courte. Donc pourquoi ce n'est pas uniforme? Tout simplement parce que nous sommes en train de voir. Voilà, donc ce n'est pas uniforme, on peut voir que ce n'est pas voilà. Et donc pourquoi? C'est tout simplement parce que il y a le climat, donc dans chaque région. Il y a également les causes géographiques. Par exemple, on ne peut pas faire les barrages à travers une ville. Voilà. Oui. Et également, on ne peut pas planter des arbres où le milieu ne le permet pas. Par exemple, où les conditions météorologiques sont arides, on va dire. Très bien. Et donc, qui ne permettent pas la plantation des arbres. Et ça a eu de très très beaux résultats. Ça a quand même réussi à un petit peu à stopper la désertification. Parce qu'il faut dire que la désertification est un phénomène quand même très développé en Algérie. Il faut dire que les 2/3 donc, du pays sont composés donc, de déserts. Également, donc aujourd'hui, le patrimoine a appris un petit peu de ses erreurs dans les années 70, parce que dans les années 70, on ne s'occupait que de planter des arbres. Sans pour autant aller vers la variété. Exactement, et l'écosystème, la qualité. on ne s'en préoccupait pas. Donc aujourd'hui, ils ont appris de leurs erreurs et on s'occupe de l'écosystème et surtout du suivi par la suite après la plantation. Exactement. Donc là, il y a une reprise en main. Oui, voilà. Et il faut savoir que le but premier, et de restaurer un petit peu le patrimoine forestier en Algérie qui a connu des dommages après la guerre d'Algérie. Effectivement, ça te fait plaisir, Kenza? Très plaisir. Et surtout comment? Même actuellement, il y a encore des dommages. Avant, c'était le colonialisme, mais là aussi, il y a des gestes. Il y a un certain civisme qu'on a complètement perdu quand on part dans nos forêts, et ça provoque justement des feux de forêt. Donc, la conservation justement de ce barrage vert et de sa reprise, c'est très très important par rapport à la désertification. Mais il faut aussi savoir que, par exemple, il y a tout le nord algérien qui souffre justement de ces feux de forêt. Donc la reprise de ces programmes de plantation est extrêmement important. Donc c'est la période, c'est jusqu'au mois de mars. Donc j'aimerais vous inviter aussi, par exemple, demain il y a une plantation au niveau de Bnimsos, par exemple. Il y a le programme au niveau d'Alger. Il y a un programme pour sa 5e édition, c'est My Space is Green. Donc c'est un programme qui va s'étendre jusqu'au mois de juillet et qui va reprendre par la suite justement par rapport au feu de forêt. Donc c'est chaque 15 jours une plantation dans un bois ou une forêt au niveau d'Alger. Par exemple, si vous partez en Oranie demain aussi, donc il va y avoir aussi à Oran donc une plantation. Donc c'est très simple, vous vous orientez vers, comme je l'ai dit, donc conservation des forêts de la wilaya où vous êtes, ou encore vous joindre au réseau des différentes associations. Voilà, mais sinon nous arrivons à la fin de l'émission. Massilias, on va finir avec l'olivier.
Oui, donc exactement. J'ai fait des recherches par rapport à l'olivier le plus vieux, et bien sûr sans surprise. Voilà. Donc bien sûr nous sommes en train de le voir. Oui, exactement, et on voit aussi les dimensions. Et donc sans surprise, il se trouve au niveau du bassin méditerranéen, vu que c'est là que les oliviers poussent le plus souvent. Et il faut savoir qu'il a plus de 3000 ans, ils l'ont daté de plus de 3000 ans, mais ce n'est pas le plus vieil arbre. Le plus vieil arbre, c'est un sapin qui date de 9550 ans, qui se trouve au nord de la Suède. Et il aurait connu toutes les époques de l'histoire, à partir de l'Égypte pharaonique, en passant par les premiers vikings, et toujours aujourd'hui, il est encore vivant. Il est encore vivant. L'olivier aussi, il est encore vivant. Il donne toujours en plus. Et juste avant de terminer, j'aimerais aussi dire quelque chose, c'est que c'est toujours bien de planter des arbres, mais il faut également savoir que ça peut être dangereux de planter beaucoup d'arbres dans un même milieu, parce que ça appauvrit le sol, ça tue les décomposeurs, et la chaîne alimentaire, on va dire en général, va être bouleversée. Voilà, donc il est toujours conseillé d'être bien encadré finalement quand on a envie de faire une campagne de reboisement. Voilà, merci à vous deux, Kenza, merci beaucoup, Massilias, merci beaucoup. Donc on vous retrouvera vendredi prochain. En tout cas, ça a été un très grand plaisir de faire la rubrique à deux, en tout cas. Voilà, et c'était un très beau partage ce matin. On a passé un tout petit moment le temps de préparer, on apprend toujours il faut dire que Massilias le vendredi et Maïssa le samedi, c'est une grande bouffée d'oxygène, il faut le dire. Félicitations aussi pour le résultat. Effectivement, il n'était pas avec nous la semaine dernière, justement parce qu'il allait donc récupérer ses résultats. Il est comme d'habitude premier de la classe. Bravo, Massilias. Et voilà, nous arrivons à la fin de l'émission. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Nous vous retrouverons demain, Inch'Allah, à partir de 9h. D'ici là, on vous souhaite une excellente journée à tous. Au revoir. Le bonjour d'Algérie tout en couleur avec